Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission L'invité. Et pour ce nouvel épisode, nous accueillons une personne qui contribue, je pense qu'on peut le dire, à révolutionner le secteur de la construction. Il s'agit d'Antoine Motte, fondateur de Construction 3D, une société spécialisée dans l'impression 3D béton. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous relater votre parcours professionnel et surtout comment est née votre passion pour la fabrication additive, autre nom donné à l'impression 3D béton? Alors, je suis un ingénieur de formation qui a travaillé 8 ans dans le bâtiment, dans des grands groupes français. Et à l'issue de cette expérience, j'ai créé une société qui s'appelle Machine 3D, qui est un des leaders dans l'impression 3D plastique, résine, sur des petits formats de machines. Et avec ces machines, on s'est rendu compte qu'on disruptait beaucoup de marchés, notamment le dentaire, la podologie, l'architecture, l'éducation. Et bon, vu que je venais du bâtiment, ça me paraissait logique en soi d'essayer d'appliquer l'impression 3D dans le secteur du bâtiment. Et très vite, on a pensé à faire des protos de machines pour essayer d'imprimer du ciment, des mortiers. Et comme j'ai un parcours aussi qui m'a amené à visiter pas mal de fois les Philippines, j'ai eu cette volonté d'essayer de résoudre le mal logement mondial en apportant cette idée sur le tapis qui est d'imprimer, si c'est possible, et on pense que c'est possible maintenant, une maison par jour et par machine avec l'impression 3D. J'imagine que vous vous êtes aussi lancé dans l'impression 3D béton pour ses nombreux avantages qu'elle procure dans le secteur de la construction. Oui, l'impression 3D, maintenant qu'on la maîtrise, elle peut rendre la construction plus rapide, moins pénible, accessible, c'est-à-dire qu'elle est aussi plus durable. On peut utiliser des matériaux à base d'argile, des isolants qu'on n'utilisait plus depuis longtemps, des isolants naturels par exemple qu'on peut mettre à l'intérieur des impressions 3D. Puis aussi, on peut féminiser les chantiers vu que les métiers sont moins pénibles et redonner une certaine attractivité au secteur. Construction 3D, dont vous êtes le fondateur, a vu le jour en 2017. L'ambition de créer votre société est venue comment? Pouvez-vous nous retracer son histoire? Alors, Construction 3D, c'était presque une blague au départ, hein. C'était une rencontre avec un designer qui réfléchissait à l'impression 3D alors qu'il n'avait jamais construit une maison lui-même et qui m'a montré un petit peu ses dessins. Et comme moi, j'étais du bâtiment, ça m'avait un peu trituré l'esprit de me dire qu'un designer à son niveau essayait de faire ça. Et donc, ce designer, Gaël, je l'ai vu, revu, puis maintenant, on a réalisé son rêve initial. Donc maintenant, cette société fabrique des machines, hein. On n'est pas là pour imprimer les maisons que les constructeurs pourront imprimer pour vous, mais on est là pour montrer l'exemple, pour développer la technologie, développer les logiciels qui vont autour, développer les matériaux qu'on met dans la machine. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de construire le plus haut bâtiment imprimé en 3D du monde pour l'instant, à Bruy-sur-Escaut, à côté de Valenciennes, et c'est ce qu'on appelle la Tour. Vous disposez d'une usine pour concevoir vos imprimantes 3D. Peut-on en savoir plus sur vos imprimantes? Oui, alors juste à côté de la tour se trouve l'usine de fabrication de nos machines, la première en soi en France, qui nous permet de fabriquer l'ensemble de notre gamme. On a plusieurs machines, plusieurs tailles de machines. On a la maxi printer, on a la mini printer, on a une machine éducation aussi. On a le Constructimètre, qui est un outil de laboratoire pour tester la résistance des matériaux frais en conditions réelles, qui est très utile pour s'assurer que les murs vont s'imprimer correctement. Et donc cette usine est la première, comme je disais, on en prévoit d'autres. Elle nous permet de fabriquer à peu près une maxi printer par semaine, et ça correspond à peu près à ce qu'on vend aujourd'hui. Donc c'est bon, si ce n'est que c'est pas au bon endroit, parce que quasiment 95% de nos clients sont à l'export et ils sont majoritairement autour de Dubaï ou aux États-Unis. Certaines de vos imprimantes sont faites avec un portique, comme la Mini Printer Pro, et une qui n'en contient pas, qui est mobile pour imprimer des façades de bâtiments. Peut-on en savoir plus? Oui, alors l'ambition première, c'était de faire une machine qui puisse aller sur les chantiers. Ça, c'était la contrainte et ma volonté initiale.
Alors, on a fait des machines dites à portique, effectivement, pour faire des préfats en intérieur bâtiment. Mais clairement, notre produit phare, c'est la machine qui peut aller dehors. Donc, c'est une sorte de machine sur chenille qui peut se déplacer sur un terrain accidenté, qui se déploie et qui imprime tout autour d'elle. Donc, idéalement, exactement là où on veut que le bâtiment se construise. Et après, ça n'empêche qu'on peut aussi l'utiliser en intérieur, hein, si les conditions climatiques sont vraiment défavorables. Mais cette machine est faite, à contrario de beaucoup de nos concurrents, pour imprimer sur place les bâtiments. Vos imprimantes, vous les vendez aussi bien en France qu'en dehors? On les vend surtout à l'étranger. La France a un peu de retard là-dessus. Les constructeurs ont un petit peu peur de nos technologies. Maintenant, ils se rapprochent de plus en plus. Ils sont en train de se lancer. Et on a pas mal de partenariats qui démarrent. On a cette usine de matériaux locales qui va aider aussi à baisser les coûts, qu'on a construit à Mortagne du Nord, à 30 minutes de là où on se trouve pour l'usine de fabrication de machines. Et cette première usine de matériaux local le plus écologique possible qu'on a pu monter après quelques années de R&D quand même, hein, avec notamment l'Institut des mines de Douai, l'IMT Lille Douai. On a enfin une usine de matériaux aussi pour injecter des mortiers 3D écologiques dans nos machines. Et c'est ça qui, à mon sens, va permettre de diffuser plus largement cette technologie, parce que les constructeurs, évidemment, la première question qu'ils vous posent, c'est est-ce que c'est moins cher qu'avant? Alors, ça ne l'était pas forcément avec des mortiers avec beaucoup de ciment, mais maintenant, avec des matériaux à base d'argile, on arrive à des coûts qui commencent à être très intéressants, sans compter l'impact carbone et l'impact logistique et le côté esthétique que ça permet d'atteindre. Quels sont les différents projets que vous avez menés à ce jour? Je pense notamment à l'un de vos projets dont vous tenez particulièrement, qui est la Citadelle des savoir-faire. Oui, bien sûr, la Citadelle des savoir-faire, pour nous, c'est une sorte de labo à ciel ouvert qu'on a dédié à l'impression 3D en général et qui est lui-même imprimé en 3D. Donc ça rassemble 7 entreprises distinctes que nous avons créées, moi et mon épouse, avec d'autres associés à chaque fois. Donc il y a Machine 3D, la première société dont je vous ai déjà parlé, Construction 3D qui fabrique ces fameuses machines d'impression de construction, Thermix 3D qui est notre usine de production de matériaux pour la construction 3D, Com 3D qui est notre agence de marketing qui fait tous nos événements et qui crée nos sites web en général. Résine 3D qui est une usine de production de résine pour le dentaire ou pour les figurines. Donc c'est des résines qui sont polymérisables par laser, par écran ou par vidéoprojecteur. On a aussi Solar 3D et Farm 3D qui sont deux nouvelles sociétés. La première fabrique des containers mobiles qui permettent d'avoir des panneaux solaires à disposition, des batteries pour justement alimenter par exemple des machines comme celle de construction 3D, ou d'alimenter le conteneur Farm 3D qui lui est un conteneur de micro-usine de fabrication additive qui à l'intérieur de son volume permet à des opérateurs d'avoir un bureau qui pilote une ferme d'imprimantes 3D qui se trouve dans le conteneur avec toute la logistique, la gestion de ce qui se passe dans chaque machine et la certification ISO qu'on vise à atteindre sur cette micro-usine. Donc en fait, c'est vraiment une solution qu'on commence à commercialiser pour le militaire, pour mettre sur des bateaux notamment, pour réparer des pièces de rechange qui manquent, pour réussir en mobilité à apporter des solutions. Ça peut être aussi médical, des prothèses, ça peut être aussi lié aux drones qui deviennent un point majeur dans les armées françaises et d'autres pays. Et donc voilà, cet écosystème vraiment au sein de la Citadelle des savoir-faire, il a pour but de mutualiser les expertises, d'avoir des gens qui puissent travailler ensemble et qui se parlent. Et tout ça nous amène aussi à préparer une école pour former les opérateurs de nos machines, de nos technologies. Et on a déjà un incubateur qu'on est en train d'étendre pour continuer à accueillir d'autres d'autres startups, d'autres projets autour de la fabrication additive, autour de l'impression 3D.
On a la volonté vraiment de former les futurs pilotes d'imprimantes 3D de construction parce que les écoles classiques ne proposent pas encore ou très peu ce type de cursus. Et quand on fabrique une machine par semaine, il nous faut aussi 2 pilotes par semaine en formation. Donc aujourd'hui, on forme nos clients, on est obligé de se déplacer partout dans le monde pour les accompagner. Et je pense qu'il faut de plus en plus de gens formés sur ce sujet et que ce soit d'ailleurs nos machines ou celles des autres. C'est un métier d'avenir. D'ailleurs, pour développer la fabrication additive, avec qui vous collaborez? Je pense par exemple à Sika, qui dispose d'encre minérale pour l'impression 3D. Alors, depuis les premiers bâtiments qu'on avait lancés en 2019, on a testé différentes matières. On a travaillé d'abord avec Lanco, après on a travaillé avec Lafarge, après là on a travaillé effectivement avec Sika pour construire la tour. Et maintenant on a nos propres matériaux également, donc ça nous permet, en fonction des usages, en fonction des budgets, des résistances à atteindre, d'avoir un catalogue de mortiers 3D pour nos machines. Et un acteur mondial comme Sika est utile pour permettre à des clients qui sont pas à côté de nous de se lancer aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Sur la tour, le meilleur partenaire pour le réaliser, c'était Sika. Sur l'école d'impression 3D, on va utiliser nos propres matériaux. Et d'autres partenaires arrivent, des constructeurs, des promoteurs. Il y a même des maîtrises d'ouvrage, donc des mairies, des communautés d'agglomération qui commencent à se réveiller en se disant pourquoi moi j'imprimerais pas moi-même mes constructions, mes bâtiments, voilà. On a aussi le côté normalisation qui avance. On a le CERIB, le CSTB, la Fédération française du bâtiment, et on aimerait bien de plus en plus les voir donner des cadres et tester eux-mêmes les technologies pour qu'ils se rendent compte que oui, c'est utile, oui, ça a du sens, et oui, c'est un présent pour la construction 3D. On est aussi régulièrement lauréat de concours d'innovation. Là, en ce moment, on travaille avec le groupe Ramery sur leur concours innovation. On a régulièrement des prix pour ce qu'on a pu développer. Et on remercie en tout cas tous ces acteurs, et on espère qu'ils avancent chacun de leur côté le plus vite possible pour pas être doublé par la technologie. C'est le pire quand on connaît une innovation, c'est de pas s'en saisir en fait. Pouvez-vous m'en dire plus sur les encres minérales que vous disposez aussi? Oui, les matériaux de Thermix 3D sont développés ici, sont conçus pour utiliser des composés qui sont essentiellement, voire quasiment que des Hauts-de-France. Le sable vient des Hauts-de-France et est un sable qui n'était pas utile au demeurant tant que ça dans le bâtiment. Le ciment vient de Echium, donc c'est la centrale de ciment la plus proche, à Limbre, qui est aussi en train de se décarboner, et on en met 3 fois moins que dans les formules Sika ou Lafarge. Et on le substitue par des métakaolins pour la moitié. Donc les métakaolins, c'est des argiles qui sont un peu colorées marron, c'est ce qui donne la couleur à notre produit. Et donc aussi un peu moins impactant pour le carbone, et des laitiers de fonderie qu'on retrouve dans la métallurgie, donc c'est des résidus de la métallurgie. On utilise aussi des liants, des adjuvants qui sont connus, mais qui sont aussi le plus local et le moins carboné possible. Donc tout ce travail a été fait après des années et des années de recherche, et nous permettent de dire que là on a un bon produit pour les Hauts-de-France, voire même le sud Belgique. Donc c'est ce produit-là qu'on vise à développer sur la région. Et on le sait, l'impression 3D béton joue un rôle dans la décarbonation du secteur de la construction, puisqu'elle permet de réduire la quantité de matière utilisée, mais il existe aussi des encres à empreinte carbone réduite. Est-ce le cas de votre côté? C'est même l'objectif de Thermix 3D. En fait, les encres qu'on a conçues chez Thermix 3D, et la première formule là qu'on utilise le plus, qui s'appelle Albert, en référence à Albert Einstein, est une encre bas carbone, donc un mortier 3D bas carbone qui maintenant peut être défini à 15 kg par mètre carré de mur imprimé
Donc 15 kg de CO2 au mètre carré, ça c'est pour un cordon de 6 cm de large. Donc ça c'est la valeur auquel on est arrivé et on estime qu'elle est 3 à 4 fois inférieure aux autres produits du marché pour l'instant. Et donc il y a tout à fait intérêt à utiliser ce type d'encre 3D pour imprimer des bâtiments, au moins dans les Hauts-de-France. Évidemment, notre bilan carbone se dégradera si on envoie ce matériau loin par bateau ou que sais-je. Justement, quel est l'avenir de construction 3D? Quels sont vos projets futurs? Alors les projets immédiats de construction 3D, c'est de continuer la construction de la citadelle des savoir-faire pour s'en servir de démonstrateur. C'est des développements de produits complémentaires. On a présenté un système de gestion de l'eau qui permet de fiabiliser la température de l'eau sur les chantiers. On développe des options machines complémentaires. On développe aussi nos logiciels. Et maintenant, on veut ouvrir l'usine suivante à Dubaï et peut-être même une troisième usine assez vite dans la foulée. Alors, on est entre les États-Unis et puis l'Afrique. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'intérêts et de commandes qui arrivent partout. Donc, il faut réussir à répondre à tous nos clients. Donc, c'est monter un SAV fiable, mobile et efficace, des centres de réparation, de recalibration s'il y a besoin. L'avenir est vraiment vaste, donc on essaye de copier les groupes qui se sont déployés à l'international. Il y a des marques connues dans le monde automobile qui servent de modèle et on essaye de faire pareil. Après, on a aussi un projet qui arrive assez vite aussi de logement en France pour encore une fois montrer que c'est possible et que ça a du sens, qui est un peu venu des salariés en fait qui, pour certains, n'ont pas encore leur maison et donc se demandent comment ils pourraient imprimer eux-mêmes leur maison. Donc, on a appelé ça Familistère 3D en référence au Familistère de Guise des Poils Gaudin à l'époque. Et on espère pouvoir lancer 27 logements en impression d'ici l'année prochaine pour 2026. Votre ambition est de développer l'impression 3D. Pensez-vous que ce procédé constructif innovant va se démocratiser à l'avenir, que ce soit à l'échelle nationale et internationale? Bon, pour nous, maintenant, c'est certain. Il y a 10 ans, quand on réfléchissait à ça, on nous prenait pour des fous. Maintenant, fou dangereux devient évident. Donc, c'est un peu toutes les disruptions technologiques ou culturelles. Quand on dit que la Terre est ronde, au Moyen-Âge, on vous prend pour un fou. Et puis, un peu plus tard, on vous torture. Et après, au jour d'aujourd'hui, tout le monde avait dit que c'était rond, hein. Donc les leaders pour l'instant sont à Dubaï parce qu'il y a une volonté politique qui a été déclinée par le Cheikh qui a dit qu'un quart des bâtiments devaient être imprimés d'ici 2030. Au Canada aussi, où il y a eu des politiques incitatives qui soutiennent l'achat d'imprimantes 3D de construction. La France, on a beaucoup de freins réglementaires, de normes ou de peur tout simplement, hein. La technologie est prête, il faut lui donner une chance, il faut essayer, il faut se fédérer à plusieurs pour éventuellement prendre un moindre risque. Si j'étais constructeur, c'est ça que je ferais. C'est une opportunité de revaloriser le métier, c'est une opportunité de revenir à des performances et des marges qui sont aujourd'hui manquantes dans ce secteur. Et puis, ça permet aussi d'éviter le manque de main-d'œuvre criant là qu'on a en ce moment dû à la faible attractivité de ce secteur-là. Pour vous, l'impression 3D béton va remplacer la fabrication dite traditionnelle ou c'est juste un complément? À long terme, la remplacera, mais aujourd'hui, c'est un complément, c'est pas du tout en opposition. Tout ce que vous connaissez de tâches comme l'électricité, la plomberie, la menuiserie, tout ça, c'est pas privable aujourd'hui et ça le sera pas avant très très longtemps. L'impression 3D, ça permet de réaliser aujourd'hui les murs, c'est déjà pas mal, et demain les dalles et les préfabriqués associés. Voilà, ça va pas répondre à toutes les demandes aujourd'hui. Il y a plein de choses qui ont déjà été optimisées dans le béton armé classique qu'on réutilise. Donc en fait, c'est une corde à rajouter à l'arc des technologies disponibles. C'est pas une fin en soi en fait, c'est un outil. De nombreuses personnes peuvent être réticentes à l'idée d'utiliser l'impression 3D béton.
car certains disent qu'on n'a pas le recul nécessaire ou justement ils ne savent pas si le matériau utilisé pour la fabrication additive va durer dans le temps. Que leur répondez-vous ? Il faut faire des tests et donc la Citadel, c'est un démonstrateur à l'échelle 1 de ce que ça peut donner avec le temps. Donc notre premier bâtiment, on l'a imprimé en 2019, il vit encore très bien. Et je pense que c'est par la collaboration, par des tests, par des normes, par des certifications, des preuves sur le terrain, en fait, qu'on va pouvoir partager nos données et être transparent. Alors parfois ça marche pas bien, parfois il faut corriger, parfois il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr, mais on peut pas pousser le sujet de côté en disant il n'existe pas. Au contraire, il est en train de se développer. Partout dans le monde, c'est des sujets qui sont en train d'accélérer. Ça donne des possibilités multiples qu'on n'avait pas dans la construction classique. Donc maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, c'est plus possible de refermer le bouchon. Merci beaucoup Antoine Mott, c'était un plaisir d'échanger avec vous et de vous avoir dans notre émission. Merci à vous Arnaud. Voici ce qui conclut ce nouvel épisode de l'Invité. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site acpresse.fr. Plongez-vous aussi dans la lecture du numéro 118 de Béton le magazine où notre dossier en couverture est consacré à l'impression 3D béton.